Je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne à Lyon. Mon emploi du temps est assez prévisible la plupart des semaines, horaire de bureau, quelques tickets urgents tard le soir, et beaucoup de soirées tranquilles où je décompresse en écoutant des podcasts ou en faisant de longues promenades le long du Rhône. J'ai rencontré ma copine Chloé il y a 2 ans par l'intermédiaire d'amis communs. Elle a 27 ans et travaille comme assistante vétérinaire dans une clinique privée de l'autre côté de la ville. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et, depuis 8 mois, nous vivons ensemble dans un petit appartement à la Croix-Rousse. On partage le loyer. Les courses me reviennent généralement parce que je cuisine plus souvent, et notre routine quotidienne était plutôt normale. Chloé a toujours eu son franc-parler. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a attiré chez elle au début. Elle a tendance à dire exactement ce qu'elle pense sans vraiment filtrer. Elle utilise aussi les réseaux sociaux comme un commentaire en direct de sa vie. Twitter, Instagram, tout y passe. Au début, je voyais ça comme de la confiance en soi. Son ex-petit ami, Maxime, a toujours été quelque part en toile de fond. Ils sont sortis ensemble pendant presque 4 ans avant qu'on se rencontre. Selon Chloé, la rupture était d'un commun accord et ils sont restés en contact occasionnel parce qu'ils partagent des amis et quelques cercles sociaux. Je n'ai jamais vraiment aimé cette situation, mais je n'ai jamais essayé de contrôler à qui elle parle. Ma règle dans les relations a toujours été simple, si quelque chose me dérange, je le dis une fois et on en discute directement. Pendant la majeure partie de notre relation, ce système a fonctionné. La semaine dernière, c'était censé être notre 2e anniversaire. Rien d'extravagant. J'avais prévu un dîner dans un petit bouchon sympa du Vieux-Lyon que Chloé aime bien. J'avais même pris mon après-midi au travail pour pouvoir tout préparer à l'avance et passer une soirée détendue. Vers 15 heures, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle devait rester tard à la clinique parce qu'un des vétérinaires lui avait demandé de l'aider pour une urgence. Ça m'a paru un peu bizarre parce que d'habitude, elle se plaint quand son service se prolonge soudainement. Puis, vers 18 heures, j'ai ouvert Twitter en attendant l'heure de la réservation. C'est là que j'ai vu Chloé poster une photo de cocktail avec Maxime de l'autre côté de la table. En dessous, elle a écrit qu'elle ne devait d'explication à personne et que les vraies femmes ne demandaient pas la permission. C'est exactement à ce moment-là que notre anniversaire a cessé d'en être un. Pendant quelques secondes, j'ai honnêtement cru que je comprenais mal ce que je regardais. La photo avait clairement été prise dans un bar. 2 verres sur la table. L'un d'eux était exactement le cocktail que Chloé commande toujours quand on sort. Face à elle, il y avait Maxime, souriant droit vers l'objectif comme s'il n'y avait absolument aucun problème à ce qu'il soit là. Chloé était assise à côté de lui plutôt qu'en face, assez près pour que leurs épaules se touchent. La légende a rendu les choses encore pires. Elle a écrit qu'elle ne devait d'explication à personne et que les vraies femmes ne demandaient pas la permission. Le tweet n'était en ligne que depuis environ 10 minutes quand je l'ai vu, mais il avait déjà quelques likes de ses amis. Quelques personnes avaient même répondu avec des trucs du genre comportement de reine et évite ta meilleure vie. Pendant ce temps, j'étais debout devant le restaurant où je venais de confirmer notre réservation d'anniversaire. Pour remettre dans le contexte, Chloé savait très bien ce qui était prévu ce soir-là. On en avait parlé plus tôt dans la semaine. Je lui avais dit que j'avais réservé et elle avait même demandé à quelle heure on devait partir de l'appartement. Donc, voir ce tweet n'était pas seulement surprenant, c'était très délibéré. Le plus bizarre, c'est qu'elle m'avait envoyé un texto seulement 3 heures plus tôt pour me dire qu'elle était coincée à la clinique pour aider avec une urgence. Clairement, elle ne l'était pas. Je ne l'ai pas appelée immédiatement. Je ne lui ai pas envoyé de message non plus. Au lieu de ça, je me suis assis sur un banc de l'autre côté de la rue en face du restaurant et j'ai juste réfléchi à la situation pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de façons de réagir à ce genre de choses. La plupart impliquent des disputes, des messages pleins d'émotions ou le fait d'essayer de forcer l'autre à s'expliquer. J'ai appris avec le temps que ces réactions aident rarement. Chloé et moi avions une règle dans notre relation, si quelqu'un franchit une limite, on en parle directement et on ne fait pas comme si de rien n'était. Ce qu'elle a fait n'était pas subtil. Elle a choisi de passer notre anniversaire avec son ex. Ensuite, elle l'a posté publiquement avec une légende qui mettait pratiquement au défi quiconque de lui poser des questions à ce sujet. Donc, je n'ai pas envoyé de message. À la place, j'ai continué à faire défiler son fil Twitter. Environ 5 minutes plus tard, elle a publié un autre tweet qui a rendu la situation beaucoup plus claire.
Son deuxième tweet est apparu environ 5 minutes après le premier. Celui-ci n'avait pas de photo, juste du texte. Chloé a écrit que les gens étaient beaucoup trop sensibles concernant les fréquentations des autres et que les hommes peu sur deux étaient le plus gros red flag dans les relations. Ce tweet a attiré encore plus l'attention que le premier. Quelques-unes de ses amies sont immédiatement intervenues pour l'approuver. L'une d'elles a même répondu que les hommes qui ne peuvent pas gérer des femmes confiantes méritent d'être célibataires. Encore une fois, tout cela se passait pendant que j'étais littéralement assis devant le restaurant où nous étions censés fêter notre anniversaire. À ce stade, j'ai cessé de me sentir confus. J'ai commencé à voir très clairement ce qui se passait. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait. Ce tweet n'était pas un hasard. Il n'était pas vague. C'était essentiellement une déclaration publique disant qu'elle faisait ce qu'elle voulait et que quiconque y voyait un problème manquait de confiance en soi, y compris moi. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que nous avions déjà parlé de Maxime auparavant. Au début de notre relation, je lui avais dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de sortie en tête-à-tête avec des ex. Je n'avais pas formulé cela comme une règle ou une exigence. J'avais juste dit que pour moi, ça franchissait une limite. Chloé m'avait dit à l'époque que je n'avais pas à m'inquiéter et que Maxime faisait définitivement partie du passé. Apparemment, ce n'était plus le cas. Je suis resté assis là encore quelques minutes à regarder ses réponses s'accumuler sous ses tweets. Pas une seule fois elle ne m'a envoyé de message. Pas une seule fois elle n'a reconnu que nous avions des projets ce soir-là. À ce moment-là, le responsable du restaurant est sorti pour me demander si je comptais toujours honorer la réservation. Je lui ai répondu que non et je me suis excusé pour le dérangement. Puis je suis rentré chez moi à pied. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à quelque chose que Chloé avait dit lors d'une dispute des mois auparavant. Elle m'avait dit que les femmes fortes ne demandent pas la permission pour vivre leur vie. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention parce que la dispute portait sur un détail sans importance. Maintenant, je regardais son Twitter où elle répétait essentiellement la même idée devant un public. Au moment où j'ai atteint notre immeuble, j'avais déjà pris une décision sur la façon dont j'allais réagir, et cela n'allait pas impliquer de conversation privée. Le trajet de retour à l'appartement m'a pris environ 20 minutes. Normalement, j'écoute de la musique quand je rentre du travail à pied. Mais ce soir-là, j'ai gardé mon téléphone à la main tout le long, à surveiller le compte Twitter de Chloé. Elle postait toujours. Environ 10 minutes après son deuxième tweet, elle a mis en ligne une autre photo. En fait, c'était un court clip vidéo d'elle et de Maxime trinquant avec leur verre. Le bar avait l'air bondé et bruyant. Chloé souriait comme si elle passait la meilleure soirée de sa vie. La légende disait quelque chose sur le fait que les gens devraient arrêter de laisser leurs partenaires jaloux contrôler leurs amitiés. À ce stade, il était évident que ce n'était pas juste un verre pris au hasard avec un ex. Elle se donnait en spectacle. Chaque tweet était clairement destiné à un public. Le message était en gros qu'elle était indépendante, sûre d'elle et non contrôlée par son mec, ce qui était intéressant car je n'avais jamais essayé de la contrôler. Je n'ai jamais fouillé dans son téléphone. Je ne lui ai jamais dit à qui elle pouvait parler. Je ne l'ai jamais questionnée quand elle sortait avec ses copines. La seule limite que j'avais fixée concernait les sorties en tête-à-tête avec des ex-partenaires. Et elle le savait très bien. Quand je suis arrivé devant notre appartement, son premier tweet avait déjà été retweeté plusieurs fois. Les gens répondaient avec les encouragements habituels des réseaux sociaux, « Vis ta vérité, fais ce qui te rend heureuse, ne laisse pas des hommes peu sûrs de te retenir. » Chloé savourait l'attention. Quand j'ai déverrouillé la porte de l'appartement, l'endroit était complètement silencieux. Les ingrédients du dîner que j'avais acheté plus tôt étaient toujours sur le comptoir de la cuisine. J'avais initialement prévu de nous cuisiner un bon petit déjeuner le lendemain matin dans la continuité de notre réservation au restaurant. Au lieu de cela, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai de nouveau ouvert Twitter. Chloé avait construit toute sa petite mise en scène autour d'une seule idée. Elle ne doit d'explication à personne, et les vraies femmes ne demandent pas la permission. J'ai fixé cette phrase pendant 1 minute. Ensuite, j'ai ouvert l'album de mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve la photo que je cherchais. C'était une photo que j'avais prise plus tôt dans l'après-midi avant de quitter le bureau. À l'époque, c'était juste censé être une petite surprise pour notre anniversaire. Maintenant, cela allait devenir quelque chose de très différent. La photo que j'ai trouvée dans mon téléphone avait été prise vers 14 h le jour même. À ce moment-là, tout était encore normal.
Chloé et moi échangions des textos de façon détendue sur l'heure à laquelle nous devions partir pour dîner. Elle m'avait même envoyé un message pour me demander si le restaurant proposait de bons desserts parce qu'elle avait envie de chocolat. Pendant qu'elle m'envoyait ces messages, j'étais sorti pendant ma pause déjeuner, non pas pour acheter des fleurs, non pas pour prendre du vin. J'étais allé dans une petite bijouterie à quelques rues de mon entreprise. Depuis quelques mois, je pensais sérieusement à la demander en mariage. Rien de dramatique ou de public, juste quelque chose de simple plus tard dans l'année, une fois que j'aurais économisé un peu plus d'argent et que nous serions pleinement installés dans l'appartement. La bague sur la photo reposait dans un petit écrin ouvert sur le comptoir en verre du magasin. J'avais pris la photo pour l'envoyer à ma sœur plus tard parce qu'elle m'avait aidé à la choisir. À ce moment-là, c'était pour moi une belle étape de ma vie. Maintenant, je fixais cette même photo pendant que Chloé publiait des vidéos d'elle buvant des cocktails avec son ex le jour de notre anniversaire. Le contraste était honnêtement surréaliste. J'ai de nouveau ouvert Twitter et regardé son premier tweet. Je ne dois d'explication à personne. Les vraies femmes ne demandent pas la permission. Cette phrase avait déjà été retweetée quelques dizaines de fois à ce moment-là. Les gens la traitaient comme une sorte de citation inspirante. J'ai pensé à appeler Chloé. J'ai pensé à lui envoyer un simple texto comme « T'es sérieuse là ?» Mais plus je regardais ses tweets, plus il devenait évident qu'elle avait déjà décidé de la façon dont elle voulait que cette situation se déroule. Elle voulait un public. Elle voulait une réaction. Donc, au lieu de lui envoyer un message privé, j'ai appuyé sur le bouton retweet. J'ai ajouté ma propre légende. 2 phrases très courtes. Moi non plus. Ensuite, j'ai joint la photo de l'écrin de la bague posée ouvert sur le comptoir de la bijouterie et j'ai publié le tout. Mon tweet était en ligne depuis moins de 2 minutes avant que les notifications ne commencent. Au début, c'était juste quelques likes. Puis les réponses ont commencé à affluer. Les gens venaient clairement du fil Twitter de Chloé et essayaient de comprendre ce qu'ils regardaient, car si vous voyez les 2 tweets ensemble, la chronologie racontait une histoire très étrange. Chloé postant des photos de cocktails avec son ex pour notre anniversaire tout en déclarant qu'elle ne devait d'explication à personne. Puis moi, retweetant cela avec les mots « moi non plus » et joignant une photo de bague de fiançailles. Quelques personnes ont immédiatement compris ce qui se passait. Certaines réponses étaient confuses. D'autres étaient tout simplement brutales. Pendant ce temps, Chloé n'avait pas encore répondu. J'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine et j'ai regardé autour de moi dans l'appartement. L'endroit semblait soudain différent. Pas triste, pas dramatique, juste très clair. Chloé avait pris sa décision des heures plus tôt lorsqu'elle avait choisi de passer notre anniversaire avec Maxime et de le diffuser en ligne comme s'il s'agissait d'une déclaration de pouvoir. Je répondais simplement aux informations qu'elle m'avait données. Donc, au lieu de rester assis là à attendre sa réaction, je me suis levé et j'ai marché vers la chambre. Chloé avait emménagé dans l'appartement avec moi 8 mois plus tôt. Le bail était à mon nom car j'y vivais déjà depuis près d'1 an avant son arrivée. Nous partagions le loyer, mais légalement, l'appartement était toujours à moi. J'ai ouvert le placard et j'ai regardé le côté qui contenait la plupart de ses vêtements. Pendant un instant, je suis resté là à penser à la vitesse à laquelle les choses peuvent passer de la normalité à la fin totale. Puis j'ai attrapé la première valise vide sur l'étagère du haut. Si Chloé voulait de l'indépendance et la liberté de faire ce qu'elle voulait sans explication, je n'allais pas la contredire. Mais elle n'allait pas le faire en vivant dans mon appartement. J'ai commencé par les vêtements d'abord, je les ai pliés, rangés soigneusement dans la valise et je suis passé au tiroir de la commode. Aucune colère, aucune précipitation, juste la préparation de ses affaires. Emballer ses affaires était un travail étrangement apaisant. J'ai commencé par le placard. Chloé avait beaucoup de vêtements comparés à moi, surtout parce que son travail exigeait qu'elle porte des tenues spécifiques à la clinique. Différentes blouses, des vestes, des tenues décontractées pour ses jours de repos. J'ai tout plié soigneusement et je l'ai placé dans 2 valises et un grand sac de sport. Pendant que je faisais ça, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table de la cuisine. Les notifications s'accumulaient. Les gens réagissaient toujours aux tweets. Certains riaient de la situation. D'autres demandaient si Chloé savait ce que mon tweet signifiait. Quelques personnes l'avaient même identifié directement, lui disant qu'elle ferait bien de vérifier ce que son mec venait de poster. J'ai ignoré le téléphone et j'ai continué à emballer. Ensuite, je suis passé au tiroir de la commode, aux trousses de maquillage,
aux produits de beauté, aux petites choses qu'elle laissait traîner dans la chambre. J'ai tout mis dans une boîte en carton trouvée dans le placard de rangement. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à quel point les tweets de Chloé avaient été prémédités plus tôt. Elle n'avait pas posté cette photo avec Maxime par accident. Elle n'avait pas écrit cette légende par accident. Elle voulait que les gens la voient. Elle voulait de l'attention et elle s'attendait clairement à ce que je reste silencieux à ce sujet. Après environ 40 minutes, la plupart de ses affaires étaient emballées. Vêtements, chaussures, articles de toilette, quelques livres qu'elle gardait sur la table de nuit. J'ai porté les valises dans le salon et je les ai alignées près de la porte d'entrée. Juste au moment où je posais la dernière, mon téléphone a sonné. Chloé. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Quelques secondes plus tard, un autre appel est arrivé. J'ai refusé celui-là aussi. Puis les textos ont commencé. Le premier message était juste une phrase demandant ce que mon tweet était censé signifier. Le deuxième message est arrivé environ 30 secondes plus tard. Elle m'a demandé pourquoi les gens disaient que j'avais posté une photo de bague. J'ai regardé les messages pendant un moment avant de reposer le téléphone face contre table. À ce stade, j'avais encore une dernière chose à faire avant que Chloé ne rentre. La dernière chose que je devais faire était simple. Chloé avait un double des clés de l'appartement. Quand elle a emménagé, je lui ai donné une copie pour qu'elle puisse aller et venir sans se soucier de mes horaires de travail. Cette clé était probablement encore dans son sac à main pendant qu'elle était assise au bar avec Maxime. Je n'avais aucune envie d'attendre pour une dispute en pleine nuit dans le couloir. Donc, j'ai pris ma veste et je suis descendu à la petite quincaillerie au coin de la rue. Le propriétaire me connaît parce que j'habite dans l'immeuble depuis un moment. Quand je lui ai demandé s'il avait des barillets de serrure de rechange pour ma porte, il m'en a tendu un sans même poser de questions. L'aller-retour a pris peut-être 15 minutes. Au moment où je suis remonté, mon téléphone avait complètement explosé de notifications. Chloé avait clairement vu mon tweet. Il y avait maintenant plusieurs appels en absence et une série de messages qui m'attendaient. Le ton avait déjà changé. Ses premiers textos tout à l'heure semblaient irrités. Les nouveaux semblaient beaucoup plus urgents. Elle m'a demandé pourquoi je posterais quelque chose comme ça publiquement. Puis elle a dit que des gens lui envoyaient des messages pour lui demander si elle venait de détruire son couple. Le dernier message disait qu'elle quittait le bar et rentrait à la maison pour qu'on puisse parler. J'ai reposé le téléphone et j'ai pris un tournevis dans le tiroir de la cuisine. Remplacer le barillet de la serrure m'a pris moins de 5 minutes. Je l'avais déjà fait une fois quand j'avais emménagé. Quand j'ai eu fini, la nouvelle clé était déjà dans ma poche. L'ancienne clé de Chloé ne fonctionnerait plus. Après ça, j'ai porté les valises et les cartons dans le couloir et je les ai empilés proprement juste devant la porte de l'appartement. N'importe qui passant par là pouvait clairement voir qu'ils appartenaient à quelqu'un qui se faisait mettre à la porte. Puis je suis rentré, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Chloé. Pas un appel. Un message disant qu'elle était devant l'immeuble et que sa clé ne marchait pas. Son message est arrivé à 21h14. Le premier disait que sa clé ne marchait pas. Le deuxième est arrivé environ 30 secondes plus tard pour me demander si j'avais changé la serrure. Puis les appels ont repris. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table pendant que l'écran s'allumait avec son prénom. Après le troisième appel, je l'ai pris, non pas pour répondre, mais pour lire le message suivant qui arrivait. Chloé a écrit que ce n'était pas drôle et m'a demandé à quoi je jouais. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas dans le couloir. Elle se tenait là, à côté des valises, portant toujours la même veste que sur la photo qu'elle avait publiée plus tôt au bar. Elle avait son téléphone à la main et elle tapait clairement à toute vitesse, envoyant probablement les messages que j'étais en train de lire. Un instant plus tard, un autre message est arrivé. Elle a demandé pourquoi ses affaires étaient dehors. C'est à ce moment-là que j'ai finalement répondu. Je lui ai dit que la situation me semblait assez claire. Elle avait dit plutôt qu'elle ne devait d'explication à personne et que les vraies femmes ne demandaient pas la permission. Je respectais donc cela. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Elle a dit que je réagissais de manière excessive et que ce n'était que des verres avec un vieil ami. Même pas d'excuses, juste des verres. J'ai regardé de nouveau à travers le Judas. Chloé avait remarqué les réactions sur Twitter à présent,
car elle n'arrêtait pas d'actualiser son téléphone et de faire les 100 pas dans le couloir. Un autre message est arrivé. Cette fois, elle m'a demandé si j'allais sérieusement mettre fin à notre relation pour une seule soirée. J'ai tapé une réponse courte. Je lui ai dit que la relation avait pris fin au moment où elle avait décidé de passer notre anniversaire avec son ex et de l'annoncer en ligne comme s'il s'agissait d'une déclaration politique. Après avoir envoyé ce message, j'ai ouvert son contact sur mon téléphone et j'ai bloqué le numéro. Ensuite, j'ai ouvert Twitter et je l'ai bloqué là aussi. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, puis encore, mais mon téléphone était enfin silencieux. Les coups ont continué pendant quelques minutes. Au début, c'était contrôlé, juste Chloé qui essayait d'attirer mon attention à travers la porte. Ensuite, c'est devenu plus rapide et plus fort quand elle a réalisé que je ne répondais pas. Je suis resté dans la cuisine et je n'ai pas bougé sans que les notifications du téléphone ne viennent tout interrompre toutes les 2 secondes. L'appartement est redevenu silencieux, le même silence qu'il y avait eu plus tôt dans la soirée avant que tout ne se transforme en spectacle public sur Internet. Finalement, les coups ont cessé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit des valises que l'on traînait sur le sol du couloir. Chloé les dirigeait clairement vers l'ascenseur. Cette partie a duré plus longtemps que je ne le pensais car elle avait plus d'affaires qu'elle ne l'avait probablement réalisé. J'ai attendu encore 10 minutes après que le couloir soit redevenu silencieux avant de vérifier le Judas à nouveau. Les valises avaient disparu. Chloé aussi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin rouvert Twitter. Le tweet que j'avais posté plus tôt avait pris une vie propre. Des centaines de personnes avaient maintenant vu l'échange entre Chloé et moi. Certaines personnes traitaient cela comme une histoire dramatique se déroulant en temps réel. D'autres soulignaient la chronologie évidente des événements. Chloé avait publiquement passé notre anniversaire avec son ex et dit au monde entier qu'elle ne devait d'explication à personne. Son petit ami lui a répondu en publiant la bague de fiançailles qu'il avait prévu de lui offrir ce même jour. Puis la relation a pris fin. Je n'ai rien posté d'autre après ça. Pas de fil de discussion supplémentaire, pas d'explication. Chloé a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'un ami commun 2 jours plus tard pour me demander si on pouvait se parler et arranger les choses. Apparemment, elle disait aux gens que sa soirée avec Maxime était inoffensive et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça. L'ami m'a transmis le message. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Chloé a fait une déclaration très publique ce soir-là sur son indépendance et le fait de n'avoir besoin de la permission de personne. Tout ce que j'ai fait, c'est la prendre au mot et aller de l'avant avec ma propre décision. Parfois, les réponses les plus claires apparaissent lorsque quelqu'un pense qu'un public va le soutenir. Okay. Middle side, not as long, and then these support sides, a bit longer. I think I like that a lot. Y'all ever get so hungry and finally get something to eat and genuinely feel like an animal eating? Yes. Yes. Absolutely. 100%. That is definitely something that I have done. What's up, Rampant? How are you? Hope you're having a great night. Welcome in. We don't have brick wall over there. Come to think about that. We have polished tuff, though. We need more granite. Yeah, there we go. Hey, Candy, can't stay long. Just wanted to say hi and love the progress. Thank you. I appreciate you, brother. Hope you have a wonderful night. Thank you so much for joining in and saying hello. Good morning, good evening, and good night, people. Have a great rest of your night, Vaughn. Thank you so much for joining in and saying hello like you normally do. Appreciate you, brother. Okay, let's see. We'll go solid block. We're going to leave that open, though. I don't want to waste my blocks. Yep. Leave that open all the way through. Very nice. 2, 3. There we go. Block. Then this one in the middle should be right here. And solid block across the top. We're going to make sure we keep that granite. Granite. Closer to this windowsill.
Do I have that? How is that down here? Is that solid block all the way across the top? It is. That's too high. Okay, copy. Oops. How much are you selling the shops for? I just answered that. I'm not sure yet. We're gonna have to figure out the price for them, but they're not gonna be that much. We're gonna try and keep them real cheap. Like, how much do you think I should sell the shops for? Let's run an auction. How much do you think a real estate spot, making it affordable, like 2008 prices? What are we thinking? What are we thinking? Oh, we better go do this up here, yes. 30 diamonds? What are we thinking? I see 30 diamonds from Draven. 32 diamonds. Lease it for 5 diamonds a month or sell for 20. I don't want to lease them though. Like that's a lot of keep track of stuff. Just sell it. Literally just sell the building. Half stack, 250 emeralds a month is crazy, Sadie. What is it like something you need the most? Because I feel like you don't use them. Diamonds, I mean. Oh, we use them for our currency. Our currency for shopping. Where's the middle? Right here. I think this will do. Have a stack then? I agree. Just 32 diamonds, have a stack for a building. Could be right. Could be right. I think we could definitely do something along those lines. Oh. We're going to have to take this, possibly like corner this in the... Oh no, I didn't even think about this little lip out here. Well, I mean, we can't really see this detail anyway, so we can turn this all to solid block. Actually, come to think about that. $40 diamonds per 10 blocks? What? Have a stack is a good price. I think have a stack is a good price. Like, it's a reasonable amount, you know, it's worth the time of building, but it's not like price gouging. I you know. Pretty solid. Sadie, thank you so much for the heart me. I appreciate you. He said affordable. I did say affordable. We're talking 2008 pricing here, all right? 2008 housing price. 32 diamonds. Pretty solid.